l'étudiant Michel Roux, c'est ça? Oui, c'est toi qui le sais, c'est toi le président. Donc, tu prends la parole tout de suite et il ne faut pas que nous prenions du retard. Donc, tu as la parole. Donc, je peux, l'étudiant est déjà là, Michel Roux est là, je peux commencer? Ben, bien sûr, nous sommes en retard. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Célimène. Eh bien, bonsoir à tous. Un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour la présentation, pour écouter l'étudiant Michel Roux, un étudiant en droit qui compte présenter son sujet sur la législation haïtienne, médias en ligne de 2016 à 2024, entre défis, enjeux et perspectives de solutions. Les membres du jury sont ainsi composés: Cordon Thomas, président, et nous avons les deux autres membres, l'encadreur et le lecteur critique, qui sont avec nous pour entendre avec plaisir M. Michel Roux pour sa présentation. Sans faire trop de commentaires et pour aller un peu vite, je vais passer la parole pendant 10 minutes à Alain Pétran pour la présentation de son travail. Monsieur Roux, vous avez la parole. Merci. Merci, cher directeur de mémoire, sans trop tarder. Et je commence avec ma présentation. Nous l'apprenons sinéléger. Ce principe est souvent associé à la notion de l'égalité en droit pénal et est étroitement lié à la nécessité des lois claires, précises et prévisibles afin que les citoyens puissent savoir quelles actions sont interdites et quelles conséquences elles entraînent. Il limite le pouvoir de l'État et protège les libertés individuelles en empêchant les poursuites arbitraires et les peines injustifiées. Honorable président, honorable membre du jury, cher directeur pédagogique, cher directeur de mémoire et très cher distingué invité, bonsoir. La bienséance me fait l'obligation de me présenter. Je suis Michel Roux, étudiant en 4e année à l'IUS. Je suis marié et père de 4 enfants et un passionné de droit juridique. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui m'amène par devant ce pléthore d'intellectuels que vous représentez cet après-midi, permettez-moi de remercier le grand architecte de l'univers par qui et pour qui je vis, créé par son image, et que soient aussi remerciés mes parents, mes frères, mes soeurs, mes enfants, et surtout ma femme qui souffrait de jalousie du temps limité que ce travail de recherche lui a laissé. Je ne saurais oublier celui qui, tout au long de l'écriture de ce travail, a guidé mes droits avec patience et professionnalisme, Maître Emmanuel Niquès, mon directeur de mémoire. Un grand merci aussi aux professeurs de l'IUS, au directeur pédagogique, en l'occurrence, Dr Providence et Dr Célimène, pour m'avoir accepté de faire partie de cette noble institution. Merci. Ce travail de recherche, réalisé dans le cadre de mon projet de mémoire pour l'obtention de grade de licencié, est l'identification d'un imminent problème de la société haïtienne qui a duré trop longtemps et a fait couler beaucoup d'encre, le problème de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Où Haïti, avec ses lois obsolètes, fait face à de grandes difficultés. Un problème qui touche et paralyse presque tous les secteurs d'activité, que ce soit économique, socio-culturel et juridique. Tandis que les autres pays comme le Canada, la France, les États-Unis les utilisent pour avancer tout en ayant un contrôle strict sur comment évolue cette technologie et créant des lois régulatrices pour freiner des actes de banditisme et de cybercriminalité liés à cette technologie.
Quand il était venu le moment pour moi de choisir mon sujet de mémoire, lequel est un prérequis de l'IUS en vue d'obtention de grade de licencié en droit, il ne m'a pris que quelques poussières de secondes pour jeter mon dévolu sur les médias en ligne, d'où le titre de mon mémoire, Législation haïtienne et médias en ligne, de 2016 à 2024, entre défis, enjeux et perspectives de solutions. De cette problématique naissent une avalanche de questions auxquelles mon travail de mémoire tente de répondre. La vie privée étant un droit que pourraient faire les autorités pour s'assurer que ce droit soit respecté sans compromettre la liberté d'expression. Où s'arrête la liberté d'expression? Quid de la diffamation? Les médias en ligne ont-ils le droit de faire ou de dire ce que bon leur semble, peu importe la personne ou le sujet? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, conformément au principe nullum crimen nulla pena sine lege, nos législateurs n'ont pas encore compris l'urgente nécessité de doter le pays de provisions légales pour s'attaquer aux problèmes liés aux médias en ligne? Présenté dans le cadre de mon mémoire de sortie pour l'obtention du grade de licencié en droit, l'analyse suivante tentera de présenter les défis, les enjeux et perspectives de solutions. Cher Président, j'aurais pu choisir des sujets portant sur la délinquance juvénile, Port-au-Prince et territoires perdus, l'éducation à double niveau dans les milieux ruraux et citadins, mais conscient de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de chacun de nous, j'ai décidé de réaliser ce travail sur les médias en ligne et la législation haïtienne, lequel travail n'est pas un coup de maître, mais un coup d'essai. Ce travail de recherche, honorable membre de jury, est divisé en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, ce travail de recherche met l'accent sur l'histoire et l'information sur les médias en ligne. Et c'est dans ce chapitre, plusieurs concepts sont définis comme la liberté d'expression suivant l'article 28 de la Constitution de 1987, le respect de l'authenticité des informations, la définition de la législation, type de législation, réseau social, Internet, médias en ligne et intelligence artificielle. Ce deuxième chapitre est une méthodologie détaillée pour l'étude de notre législation et les médias. Il s'appuie sur certains concepts présentés dans le premier chapitre, dans le chapitre précédent, pour montrer combien la non-régulation des médias en ligne représente un danger surtout à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, comptant la majorité des jeunes universitaires, intellectuels et chercheurs, est devenu le centre de toutes sortes d'activités, que ce soit économiques, culturelles, politiques, relayées à travers les pays par une avalanche de médias qui ne respectent pas l'éthique du métier et les limites, qui par un manque de réglementation plonge le pays dans la cybercriminalité et dans l'insécurité numérique préoccupante. La législation est quasiment muette. Les magistrats, les avocats et les enquêteurs judiciaires qui jouent un rôle crucial dans la protection des individus et des biens dans le monde numérique, cependant, en Haïti, il existe un déficit évident de la formation des professionnels du droit concernant les enjeux juridiques liés au numérique. Dans le troisième chapitre, dans ce contexte, il devient plus que nécessaire pour le pays de se doter d'une législation pénale qui tiendra compte de la cybercriminalité sur les réseaux sociaux. Se trouve ces derniers temps
des photos nues et vidéos d'orgies sexuelles qui alimentent la toile. Après, ces données ont peut-être échappé au contrôle de leurs responsables. Il y a aujourd'hui une nécessité d'adapter notre législation pénale avec l'évolution de la société. Il faut qu'il y ait des textes de loi pour punir ces formes de déviance, ces crimes affreux. Alors qu'Haïti a ratifié ces documents internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations Unies et la Convention américaine des droits humains, signée et ratifiée dans le cadre de l'Organisation des États américains, aucun texte ne punit jusqu'à date une personne qui violerait le droit de l'intimité de l'autre, ou du moins espionnerait sa maison, même sur les réseaux sociaux. L'ensemble de ces textes consacre le droit à l'intimité, le respect et à la vie privée. Ces documents conventionnels ratifiés à travers le Parlement en Haïti deviennent obligatoires au regard de la Constitution. Cependant, l'État haïtien, particulièrement à travers le Parlement, n'a jamais adopté de dispositions juridiques, de normes internes pour sanctionner le non-respect du droit à la vie privée. En conclusion, chers membres du jury, honorable président, ce travail de mémoire, bien que limité par de différentes difficultés subvenues, les résultats des enquêtes menées à partir des méthodes de recueillement d'informations où quasiment tout le monde se sent submergé et stressé par la situation délétère du pays où ce adage « homo omni lupus est », l'homme est devenu un loup pour l'homme, au risque de ne pas être tombé dans un piège. Tout le monde fait la rétention des informations. De cette idée de ce travail de proposer à nos dirigeants en vue de regagner une confiance nationale, de mettre un programme d'éducation à l'utilisation de l'Internet pour que les jeunes et tous les utilisateurs de cette nouvelle force technologique puissent avoir une utilisation instructive et bien fondée sur les valeurs morales, de venir avec des lois pouvant renforcer la législation haïtienne et les médias en ligne pour freiner certaines dérives au cours de ces 10 dernières années. Ce qui fait le but de mon projet de mémoire, de proposer aux autorités étatiques de renforcer la cybercriminalité, une façon de réduire le taux de la criminalité qui se fait par le biais de l'Internet, qui très souvent met la vie, la pudeur et la vie privée des citoyens en péril. Ainsi, nous aurons une Haïti prospère demain. À présent, chers membres du jury, je suis prêt, chers membres du jury, à recevoir vos questions et vos suggestions. Merci. Merci, Monsieur Roux, pour votre bonne présentation, que je dois dire, parce qu'en réalité, vous avez respecté le délai qui vous a été imparti, les 10 minutes. Déjà, c'est un bon point, parce que quand vous avez une présentation à faire et que vous respectez le délai, donc c'est un pari gagné. Bon, encore une fois, je dois dire que vous venez de présenter un sujet qui est d'actualité, parce que en réalité, à l'heure actuelle, si nous regardons comment évoluent les médias sociaux, comment ils nous envahissent avec des messages, avec toutes sortes de vidéos qui ne respectent pas vraiment l'intimité des gens, la vie privée des gens. Donc, vraiment, présenter un sujet qui parle de la législation haïtienne et les médias sociaux, je pense que c'est un bon sujet et vous avez fait œuvre qui vaille en effectuant des recherches pour nous présenter un tel travail. Bon, en ma qualité de président, je ne suis pas là vraiment pour critiquer votre travail,
C'est pourquoi on a choisi le docteur Nelson Sylvestre, quelqu'un qui est expérimenté dans ces activités-là. Il a eu votre document, il a lu, il a relu, il a pu observer des faiblesses que vous-même, que vous n'avez pas pu observer, parce que je ne sais pas si vous êtes à votre première soutenance de mémoire, mais docteur Sylvestre, qui est un habitué, donc je vais lui passer la parole pour ses remarques, ses critiques et ses recommandations qui vont vous aider afin d'améliorer, afin de porter des corrections utiles pour parfaire votre travail selon les exigences de l'IUS. Je ne sais pas si votre lecteur critique, monsieur Sylvestre, vous êtes là? Nelson Sylvestre? Oui, merci beaucoup. OK, vous avez la parole, docteur Sylvestre. OK, merci beaucoup, cher Ricardon, pour votre présidence. Et je m'adresse également à l'assistance, encore une fois. Et mes premières paroles à Michel. What does that mean? Sensitive but unclassified. You put at the bottom of your text, please. Et vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît? What does that mean? I don't speak English. Non, tu as mis là au bas de page quelque chose. Je t'ai parlé dans la langue où tu l'as mis. Ah, ok. Bon, et bien, vous avez raison, docteur Sylvestre, ça attirait également mon attention dans le texte. Ok. Le problème, c'est que j'ai fait l'impression dans mon travail et les machines utilisées. Donc, quand on doit choisir sur quel nom on doit faire. Si je fais pas sensitive but unclassified, je dois faire, ça va avoir rapport avec le travail, puisque c'est un travail personnel que j'ai effectué sur les ordinateurs du travail. Donc, je dois mettre sur sensitive but unclassified. C'est l'impression. Alors, ça c'est pour toi. Donc, dans ce cas, il fallait trouver un moyen de ne pas le faire, puisque tu as ça comme bas de page. Et donc, ça apparaît dans toutes les pages de ton travail. Donc, il faudra vraiment corriger ça. D'accord? Merci. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je vois également, tu as un problème avec l'ordonnement dans l'écriture. Parce que, comme j'aime souvent le dire, dans toute langue, il y a un alphabet. Et en français, il y a l'alphabet français. Et dans l'alphabet français, on reconnaît des lettres. Ouais, on reconnaît des lettres. Et quand on combine des lettres, on a des mots. La combinaison des mots donne des phrases. La combinaison des phrases donne des paragraphes. Combinaison de paragraphes donne des pages. Et une combinaison de pages nous donne le document. Donc toi-même, tu nous donnes tout carrément des remerciements en un paragraphe. Alors que c'est toute la page qui est présentée. Donc, il n'y a pas moyen de dissocier page de paragraphe. Comment pourrait-on le faire? Qu'est-ce que tu en penses? Tu me réponds oui, parce qu'en fait, j'ai fait ça comme un échange entre les deux. Oui, j'ai le document devant moi. Tu vois, remerciement en une page. Et la page est également un paragraphe. Est-ce une façon d'écrire? Ou bien est-ce une nouvelle dans l'écriture en français? Donc, c'est sûr que je vais m'y atteler pour séparer, pour ajouter des paragraphes. Je comprends. Maintenant, je réalise que là, il y a vraiment une erreur parce que ça devient trop gros, le texte trop gros. Je dois découper, c'est ce que vous voulez
Vous voulez m'insinuer? Vous voulez Ça va corriger chez moi? évoluer. C'est ce que tu vois toi-même, c'est ce que tu nous présentes. Oui, oui. Donc, Pas voir autre chose que ce que tu nous présentes. oui, je prends des notes et c'est une remarque vraiment instructive. Je vais tout de suite corriger. Dès aujourd'hui même, je vais, par rapport à vos remarques, je vais m'y atteler pour parachever et vous remettre un travail bien fini. Donc, et je prends en compte des remarques. Merci pour cette remarque. Et puis ensuite, tel que tu as là le résumé, ça pourrait faire penser à un résumé d'article et non à un résumé de mémoire, parce qu'encore davantage, c'est un paragraphe. Et pour toute la page, même si le paragraphe ne remplit pas toute la page, mais quand on a un seul paragraphe et il n'y a pas d'autre, donc on conçoit que la page, c'est encore un paragraphe. Mais pour un résumé de mémoire, on s'attend tout au moins à ce qu'il y ait deux ou trois paragraphes, même si on peut se borner à une page, mais pour présenter plusieurs aspects dans ce résumé-là, parce qu'un résumé donne le ton au document qu'il représente. Donc ça encore, il faut voir tout cela. Bon, maintenant, dans l'introduction, tu sais qu'à l'IUS, on parle davantage d'introduction générale. On le dit parce que c'est l'introduction comme contenu ou tout le travail, c'est-à-dire avec des paragraphes comme tu as, mais sans des sous-titres. Je pense que tu n'as pas de sous-titres, c'est bon. Mais de toute manière, il fallait écrire l'introduction générale. Parce que pour ne pas avoir un choc avec des introductions, des entrées en matière par chapitre. Et en général, quand on fait quand on écrit, il faut faire attention parce que l'écriture peut être un contenu tout comme elle peut être un discours. On parle de discours à chaque fois que ce qu'on dit n'apparaît pas forcément dans ce qu'on lit. Alors que si c'est un contenu, eh bien, on doit voir apparaître dans ce qu'on lit, ce qu'on veut dire. On ne peut pas prétendre des choses. Bon, par exemple, on dit généralement les politiciens font des discours, mais le scientifique présente un contenu. C'est un politicien, quand il écrit ou il parle, il dit la plupart du temps, il affirme la négation de ce qu'il veut réellement. Donc, par exemple, un politicien peut vous dire on vous donnera plus d'hôpitaux. Alors qu'en général, vous pouvez voir qu'au lieu d'avoir des hôpitaux, vous aurez des cimetières. Et la plupart du temps, les gens applaudissent parce qu'ils ne comprennent pas que c'était un discours. Donc, dans ton introduction là, j'ai peine à reconnaître en gros plan ce que tu veux nous présenter. Par exemple, si on prend le dernier paragraphe, tu dis de cette problématique naissent plusieurs interrogations. Là, c'est bon. OK? Mais en dernière page, à la dernière page, tu nous dis nous aurions pu choisir des sujets, et tu viens de répéter ça dans ta présentation, portant sur la délinquance juvénile, la domiciliée. Nous aurions pu choisir Port-au-Prince et territoire perdu d'éducation, etc. Mais conscient de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de chacun de nous, et nous avons décidé de réaliser. Donc, il y a plusieurs problèmes présentés dans cette fin de paragraphe, puisque premièrement, tu parles de nous.
Deuxièmement, tu parles ce que tu aurais pu faire, mais que tu n'as pas fait. Et tu décides que tu as fait ceci. Et est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer en clair qu'est-ce qu'il y a lieu d'accepter comme finalement le travail que tu présentes? Oui, alors pour le dernier paragraphe, et vraiment, et à la place de nous, j'aurais pu utiliser le premier pronom personnel, je, parce que c'est moi vraiment qui fais le travail. Donc, tout de suite, comme je le travaille déjà devant moi, je connote et je sais que je vais je vais vite les enlever pour remplacer par je. Non, je n'ai pas dit d'utiliser je, non, dans l'introduction. L'introduction, c'est la présentation du travail, donc tu n'auras pas à utiliser non plus je. Ah, ok, je comprends. Moi-même, en général, je conseille aux étudiants d'utiliser la forme impersonnelle. Mais ce n'est pas ce qui me gêne davantage. C'est ce que tu dis, nous aurions pu choisir des sujets portants. Nous aurions pu choisir. Mais conscient de l'épée de Damoclès. Donc, il y a des formes poétiques, des formes de discours ici, dans ce paragraphe. Alors, le conseil à te donner, c'est carrément de revoir complètement. Je pense que le paragraphe est bon jusqu'à là où tu dis où s'arrête la liberté d'opinion. Après, je pense que le reste du paragraphe ne fait pas tellement honneur au travail que tu présentes. Bon. Maintenant, au niveau des titres, il y a un titre à la section 1 du chapitre 1 qui dit, tu commences très très bien, tu dis la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression pour toi? Donc, la liberté d'expression, c'est comme alors, si je dois me baser sur l'article 28 de la Constitution de 1987 qui dispose que tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Donc, pour parler des médias, je ne pouvais pas m'en passer de ce article qui prédispose que tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions. Donc, c'était une façon pour moi de lancer mes propos pour bien atterrir, pour bien avancer dans le contexte de mon travail. Eh bien, ça aurait été mieux de parler de liberté d'expression prescrite par la Constitution. Ça aurait été mieux de dire ça, d'indiquer ça comme titre. Parce que quand tu dis la liberté d'expression, on pourrait t'accuser de parler en absolu. Et si tu précises qu'il s'agit de liberté d'expression prescrite par la Constitution comme titre, on pourrait mieux se retrouver. Donc, c'est pour te dire que l'utilisation des articles définis dans les titres, en général, pose problème. D'accord? Il y a même des titres, si tu veux, tellement concis, on n'arrive pas à orienter le titre. Parce que vous savez qu'un titre exprime un contenu. C'est-à-dire, un titre fait penser à un contenu. Donc, si tu as un titre concis de cette manière-là, même le sens de la concision se perd. Parce que la concision ne signifie pas être court. La concision signifie ne pas être long. C'est le fait de ne pas être long. C'est ça la concision. Parce qu'à quelqu'un qu'on demande quel est votre nom,
qui répond « je », eh bien, cette personne-là vraiment exagère. On ne demande pas à la personne de faire tout un discours pour donner son nom, mais la personne non plus devrait dire « je » en répondant à la question quel est votre nom? Tu vois? Donc, la concision signifie ne pas être long et non être court, comme on pourrait le croire. Donc, il faut que le titre, et si vous voulez, exprime suffisamment le contenu présenté. D'accord? Donc, il y a un travail à faire au niveau des titres. Alors maintenant, donc, cette question de paragraphe vraiment long, il faut penser à corriger, mais tu travailles vraiment sur une thématique, je dirais, intéressante, une thématique actuelle, mais j'ai une question à te faire. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de parler de médias en ligne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu en Haïti de parler de médias en ligne? Si oui, en quel sens? Bon, merci pour la question, mais pour bien répondre, et formellement, on ne peut pas parler des médias en ligne en Haïti puisque c'est pas légal. On n'a pas vraiment une loi qui définit comment on peut avoir un média en ligne et comment ça doit fonctionner. C'est dans cette même optique que je me suis dit de parler de ce sujet parce que beaucoup de gens, par manque de professionnalisme, prend un téléphone et se fait passer pour un journaliste et qui relaie des informations, peut-être des informations très pertinentes, des fois qui détruit une personne sans même se rendre compte, puisque cette personne qui fait passer le message au grand public n'a pas vraiment une formation. Et pour cela, on n'a pas vraiment des lois écrites qui peuvent freiner ces genres d'activités. Et là, c'est un problème grave puisqu'on a beaucoup de victimes et qui jusqu'à présent n'ont pas droit, bon, je ne dirais pas n'ont pas droit à la justice, mais même si ces personnes vont au tribunal pour dénoncer, on a des lois qui sont vraiment obsolètes, qui ne définissent pas vraiment ces genres d'activités, et ces gens sont laissés sans une solution. Et ça persiste, et ça reste sans corriger. Donc, il faut qu'il y ait des gens comme nous, comme vous, des méthodes, des intellectuels formés, des gens qui font des recherches pour le bien-être, pour le demain du pays. Il faut qu'il y ait des propositions pour pouvoir freiner et pour avoir une Haïti demain meilleure. Donc, si on arrive à freiner ces agissements pernicieux, donc on aura peut-être une solution pour les jeunes et qui utilisent l'Internet et auront une possibilité de mieux utiliser pour respecter la vie privée d'autrui. C'est dans cette optique que je dirais, pour moi, et un simple étudiant qui voit et qui réfléchit sur une thématique et voit des problèmes causés par une simple technologie. Donc, et si on n'a pas vraiment des lois, des textes qui définissent comment les médias en ligne doivent fonctionner, on ne peut pas dire vraiment qu'on a légalement des médias en ligne, mais pourtant, et sur le plan pratique, sur le terrain, on voit que beaucoup de gens font passer des messages, relaient des informations par le biais de l'Internet.
Et puis en parlant de questions de médias en ligne, si on doit adjoindre ça aux droits tels que pratiqués en Haïti, eh bien, on devrait également voir le volet international du droit. Parce que pas mal de gens qui interviennent au titre de médias en ligne ne se retrouvent pas en Haïti. Ils se retrouvent ailleurs. Mais étant donné que la langue parlée, les sujets traités ne concernent pas véritablement ces pays-là dans lesquels ils se retrouvent, eh bien, les effets nocifs concernent les gens qui sont à l'intérieur d'Haïti ou du moins les nationaux qui se trouvent en dehors d'Haïti. Donc, allier, si tu veux, médias en ligne au droit ou à la législation, parce que la législation, ce sera après. Le droit un peu avant, la législation après. Parce qu'il faut faire la démarcation entre droit et législation. Donc, pour questionner cette question, questionner les médias en ligne, il faut voir le volet international du droit dans un premier temps. Parce que ce sont les nationaux qui se retrouvent ailleurs. Mais leurs actions ont une incidence sur les gens se trouvant à l'intérieur d'Haïti, mais sur les nationaux se trouvant à l'extérieur d'Haïti. Donc, comment, si vous voulez, en se rapportant au droit, en fixant une législation, comment faire en sorte que ces gens-là respectent ou gardent une certaine limite dans la manière, si vous voulez, d'exercer, je ne sais pas, le métier de, pas forcément de journaliste, le métier de pratiquant, si vous voulez, d'usager des médias en ligne. Parce qu'il y a des gens qui pensent à chaque fois qu'on parle de médias, on fait du journalisme, pas forcément. On peut être des usagers des médias sans pour autant être des journalistes. Et encore que ça a une incidence sur l'économie et il peut y avoir même fuite en ce sens, puisque il y a des compagnies qui constituent le relais à cela. Les compagnies qui délivrent les services d'Internet, par exemple. Et vous savez que c'est comment est-ce qu'on utilise ça dans le langage? Et à chaque fois qu'on dit acheter, point acheter, on fait référence dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'Internet à Haïti, alors que Haïti n'a aucun contrôle sur acheter. Et ça va poser un problème, justement, premièrement, pour contrôler les médias, et deuxièmement, pour faire en sorte qu'il y ait un droit portant sur ces médias-là, et finalement, une législation en bonne et due forme sur Haïti. De toute manière, et je pense que c'est une thématique avec une très bonne avenue, mais pour le texte de mémoire, il faudra par toi revoir bien des éléments pour que le document puisse trouver sa place dans la bibliothèque de l'Institut universitaire des sciences. Cher président Ricardon, c'était là mes commentaires et remarques à l'étudiant. Merci, docteur Sylvestre, pour vos différents commentaires, pour vos points de vue. Donc, vous avez prodigué des conseils également à l'étudiant sur ce qu'il doit corriger dans son travail de manière à le rendre beaucoup plus potable, comme vous venez de le dire, vous venez de souligner. Et vous avez produit quelques questions qui sont utiles pour nous et utiles pour l'impétrant, de manière à peaufiner son travail. Merci pour vos commentaires.
En ma qualité de président, j'ai regardé le travail de l'étudiant juste avant de passer la parole à son encadreur, Monsieur Nikes, Emmanuel. Et j'ai regardé le travail de l'étudiant au niveau de sa bibliographie. Je ne sais pas si c'est un déficit pour retrouver ou bien pour avoir des documents. J'ai pu constater que la bibliographie n'est pas assez riche pour un sujet tout à fait pertinent. Mais avant, Fred Selimène a levé la main. Je passe la parole à Fred Selimène et après pour passer la parole à son encadreur. Merci. Docteur Merci, c'est pas pour intervenir dans le cadre du mémoire, c'est pour signaler au président que l'encadreur n'est pas disponible, il n'est pas là cet après-midi. Et comme c'est l'encadreur, il connaît le travail, il va envoyer à la direction de l'IUS sa délibération à lui. Ah, ok. D'accord. Eh bien, je comprends. Oui, je disais que au niveau de la bibliographie, Monsieur Rowe, je trouve que c'est pas assez riche pour un sujet assez pertinent et intéressant. Donc, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous avez eu du mal à trouver des documents de manière à enrichir votre revue de littérature? Donc, ça, c'est une première question. Mais une deuxième question, dans votre présentation, vous avez souligné le fait que dans le pays, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation pour les médias en ligne. Bon, nous vivons également dans le pays, nous en sommes bien conscients, mais ce que j'aimerais vous demander, tenant compte de ça, c'est-à-dire du déficit de réglementation, est-ce que les médias, c'est-à-dire les associations professionnelles des médias, par exemple, nous connaissons ANMH au niveau national, il y a d'autres médias dans le domaine. Selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils pourront aider à résoudre ce problème, à améliorer cette situation-là, c'est-à-dire par le fait que les médias en ligne nous envahissent avec toutes sortes de contenus qui ne respectent pas la vie privée. Mais en attendant, au retour à la normale, et nous savons que pour le moment, nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de législateur vraiment pour opérer, pour nous proposer des lois. Mais entre-temps, par rapport à cette réalité-là que nous connaissons, selon vous, qu'est-ce que les associations professionnelles des médias haïtiens peuvent faire de manière à corriger, même temporairement, cette situation? Voilà, en ma qualité de président, c'est tout ce que je peux vous demander sur votre travail. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Rowe. Merci, Président, et merci pour vos questions. Ce sont des questions vraiment instructives et questions vraiment pertinentes. Et pour commencer, le problème de la bibliographie, j'ai fait vraiment des recherches, mais vu que sur le terrain, j'ai rencontré pas mal de difficultés à ce qui a trait aux gens qui sont un peu submergés et stressés et des gens qui ne veulent pas être pris qui ne veulent pas être tombés dans des pièges et qui font parfois des rétentions des formations. Et j'ai été voir un ami qui travaille à la CADJO, c'est Jojo Loquet, qui m'a donné des livres à lire et qui m'a donné aussi une liste de radios en ligne, donc sur lesquelles j'ai fait des recherches et qui m'ont permis d'avancer dans l'écriture de mon mémoire. Et deuxièmement, et pour ce qui a trait de ce que peuvent faire les gens pour les médias en ligne, c'est d'abord qu'ils fassent en sorte de venir avec des programmes d'encadrement. Et si les médias font ce qu'ils veulent, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment des endroits, des espaces réservés pour des gens qui pratiquent
ces gens d'activité d'aller d'enrichir sur le métier de journaliste. Et ces gens-là font et cherchent en sorte le buzz. Dès que ces gens-là relaient des informations et trouvent des views, donc ils se sont pris dans une ambiance de views. J'ai plus de views, donc je fais mon travail. Pourtant, c'est pas vraiment ça. Ils ne prennent pas vraiment du temps pour traiter les informations. Est-ce que ces informations sont bien traitées? Est-ce que ces informations sont authentiques? Est-ce que ces informations sont vérifiées et vérifiables? Donc, pour cela, pour résoudre ce problème, l'État haïtien peut mettre sur pied des programmes d'éducation pour éduquer ces gens et faire en sorte de les recenser et ouvre des centres qui peuvent les éduquer dans ce sens, les canaliser pour bien évoluer dans le métier, pour ne pas terner ou pour ne pas causer plus de dégâts en voulant apporter les informations au grand public sans les traiter. Donc c'est ça, et c'est ça pour moi, parce que pas mal de gens sont victimes. On fait aussi du commerce sur Internet. Même l'État n'a pas un retour, un revenu sur comment ces gens de commerce se font. Et beaucoup de gens sont victimes. Voilà des gens qui paient leur argent pour un article et d'un coup, ils n'arrivent pas à trouver la personne qui a posté les marchandises sur son téléphone. Là encore, c'est un problème économique parce que l'État ne peut pas agir sur ces genres d'activités. Donc là encore, il faut qu'il y ait des spécialistes pour un espace réservé aux gens qui font du commerce par le truchement de l'Internet. Là, ils enregistrent leur nom et l'État a un contrôle de ces gens-là qui font le commerce sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur le plan culturel, on a pas mal de dégâts parce que ces gens-là envahissent la toile avec des vidéos orgies sexuelles, des vidéos qui sont vraiment des vidéos macabres. Donc, il faut avoir une certaine restriction sur ces gens qui agissent sur la toile et qui font relayer, qui envoient des messages, des informations via Internet. Et oui, en gros, c'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Donc, si vraiment on a des centres d'éducation, des centres pour éduquer ces gens-là, c'est sûr que nous aurons un média en ligne beaucoup plus structuré. Et par contre, j'ai même noté, en faisant mes recherches, j'ai même noté que même les médias traditionnels ne peuvent pas de nos jours se dépasser des médias en ligne. Ils profitent aussi des informations des médias en ligne pour guider. Je ne sais pas si c'est à cause de la situation délétère du pays, parce que c'est critique en Haïti. On a des zones qui sont sous le contrôle des bandits. Donc, pour aller chercher les informations dans ces zones-là, c'est beaucoup difficile. Donc, même le média traditionnel utilise parfois les informations des médias en ligne pour donner des informations. Bien que, j'espère bien que les médias traditionnels, eux, ils font le travail de traiter les informations et de vérifier l'authenticité de l'information. Merci. OK, merci et M. Rowe pour vos différentes explications par rapport aux questions qui vous ont été posées. Je ne sais pas si Dr. Sylvestre a quelque chose à ajouter. S'il n'a pas quelque chose à ajouter, puisque votre encadreur n'est pas présent, il a motivé son absence, nous allons devoir mettre fin à cette soutenance. OK, Dr. Sylvestre,
en votre qualité de lecteur critique. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oui, c'est dans la poursuite de ce que j'ai dit il y a un instant. Et Michel devra, si vous voulez, mettre en évidence sa capacité à revoir complètement le texte. Par exemple, je vois législation haïtienne. Et bon, ça c'est dans la présentation. Il n'y a pas de double N. Il n'y a aucune raison que H soit en majuscule. En général, je n'aime pas trop quand les étudiants portent 2016-2024. Je me demande pourquoi. Pourquoi 2016-2024? Et quand on fait une étude transversale, il faut justifier le pourquoi. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense que c'est l'occasion d'apporter ces changements-là, Michel, pour avoir un texte digne du nom. Voilà, Monsieur le Président, c'est les propos que j'aurais à ce niveau. Merci beaucoup. OK. Encore une fois, merci, Dr. Sylvestre. Et je demande encore à M. Roux de bien noter les différentes remarques faites par le lecteur critique, Dr. Sylvestre. Et ces remarques sont bien fondées et pertinentes, donc il faut les prendre en considération. Avant de mettre un terme à cette soutenance, je vais accorder à vous, M. Roux, 2 minutes, pas plus, si vous avez un dernier mot à ajouter. Donc, je vous accorde 2 minutes pour placer votre dernier mot pour qu'on puisse terminer avec cette présentation. Monsieur Roux, vous avez la parole et vous avez 2 minutes. Merci, cher Président. Bon, dans ces 2 minutes, je dois vraiment remercier ce pléthore d'intellectuels. J'apprends beaucoup. Et pour moi, pour une première présentation, donc j'ai beaucoup appris. Et ça m'a fait voir que je suis quand même sur la bonne voie. J'ai emprunté une route qui va m'emmener vers le succès avec ce pléthore d'intellectuels que j'en fais partie et une école noble. Et je compte bien d'exceller, d'avancer dans mes études, de poursuivre mes études plus haut à plus haut niveau et pourquoi pas d'arriver jusqu'au doctorat et d'avancer beaucoup plus dans la vie. Merci à vous tous. Merci spécialement à M. Selimène. Je ne saurais pas oublier de dire un grand merci à M. Selimène qui m'a fait des remontrances très instructives. J'ai appris. C'est vrai, j'ai répondu, mais il m'a appris beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que je suis bien entouré. Merci à vous. Et les corrections, dès aujourd'hui, je vais me mettre au travail, je vais m'y atteler pour parachever, pour remettre un travail et fini. Merci. OK. Merci, M. Roux. Je vous demande de rester connecté et je demande au Dr. Selimène de faire un changement de registre. Dr. Selimène, merci. Oui, ainsi merci. qu'on fait cette soutenance. Merci. J'ai demandé à Delson Sylvestre, Obaldo, tu peux arrêter l'enregistrement.